Bien. Donc l'autre fois, on s'est arrêté au dépôt déposé par la gravité. Alors, on a parlé d'un exemple, c'est l'exemple, si vous voulez, des SNEL, ou bien les dépôts déposés par le phénomène de stamping. On a parlé également des dépôts en masse, bien les masses bleues, que vous avez devant vous. Donc, ces dépôts-là, déposés par des écoulements gravitaires, c'est ce qu'on appelle donc écoulement gravitaire. Donc, pour ces dépôts-là, on peut distinguer trois principaux exemples de séquences de dépôts. Ça, on l'a expliqué l'autre fois. On peut distinguer donc les écoulements qu'on appelle les grains flots, il y a le flot des grains en français, les écoulements de débris flots, les écoulements, il y a les dépôts déposés par ce qu'on appelle le fluide du flot. Alors, à côté de les dépôts déposés par les écoulements gravitaires, il y a des dépôts en masse, on a dit qu'on peut avoir également des dépôts exceptionnels, particuliers, ce qu'on appelle des dépôts déposés par les courants de forte densité, c'est-à-dire des courants turbulents de forte densité qui se manifestent au niveau des talus, bien des pentes sous-marines, ce qu'on appelle les courants de turbidité, et les dépôts obtenus, c'est ce qu'on appelle les turbidites. Alors ici, comme vous voyez, le mécanisme de suspension des grains est assuré surtout par la turbulence du fluide. Alors on va voir cet exemple, si vous voulez. Voilà ce que je viens d'expliquer. Alors, les dépôts par le courant de forte densité, comme je dis, on les appelle les turbidites. Les turbidites déposés par des courants de turbidité. Alors, ça également, on l'a expliqué l'autre fois. Alors, la dernière séquence ici, c'est celle des courants de turbidité. C'est une séquence de turbidite. On avait appelé turbidite. Cette dernière séquence. Alors, cette séquence de turbidite, une séquence qui a été définie par un géologue qui s'appelle Bouma, et il a été définie pour la première fois par cet auteur en 1962. Comme vous voyez, donc, cette séquence a été définie il y a longtemps, mais il reste encore, si vous voulez, sa définition, les différents termes qu'il comporte, si vous voulez, restent les mêmes. Sauf certains ajouts, certains auteurs, certains géologues actuellement, ils ajoutent parfois certains termes, etc. Mais les termes de la séquence, les niveaux que Bauma a définis en 1962 restent toujours valables. Alors, qu'est-ce que présente cette séquence-là? Tout à l'heure, peut-être, vous avez cette photo-là, donc c'est mieux d'expliquer ici. Alors, comme je dis, voilà, donc les termes de Bouma, les termes qui a défini Bouma, il y a longtemps, le terme A, le terme B, le terme C, D, E, etc. Alors, qu'est-ce qu'il montre cette séquence? Alors, comme vous voyez ici, donc vous avez ici le terme, donc le début de la séquence, c'est ici, hein, la base de la séquence. Son sommet, c'est ici. Donc, la base et le sommet de la séquence. Comme vous voyez, ces limites-là sont des discontinuités. Vous avez une discontinuité ici, vous avez une discontinuité ici. Alors, tout ce qui est limité entre les deux discontinuités ici, c'est la séquence de Bauma avec ces termes. Les termes A, B, C, D, E. Alors, qu'est-ce qu'elle montre? La séquence, il montre une base ravinante, comme vous voyez,
une base ravinante, c'est-à-dire érosionnelle, les érosions ici. Et quand le courant arrive, il érode les dépôts en bas. Il érode ça. Il érode ces dépôts-là. Comme vous voyez, c'est des argiles. Bien, c'est des argiles. Je les considère comme des argiles. Donc, ce figuré-là, figuré de tirer comme ça. Quand on met des tirets comme ça, qui alternent, hein, parallèle et en alternance, c'est un figuré réservé généralement aux argiles. Ici, je n'ai pas bien dessiné, mais regardez ce qu'on a ici sur la photo. C'est bien dessiné, donc c'est les argiles. Les argiles, c'est-à-dire ce niveau-là, c'est le niveau de la séquence précédente. Le sommet de la séquence précédente, c'est-à-dire la séquence qui se trouve en bas ici. En principe, on doit avoir une autre séquence ici en bas. Donc on a ici le niveau de la séquence d'en bas. Donc la séquence qui vient maintenant, elle va éroder donc le sommet de la séquence précédente, comme je dis, c'est le niveau E, ici. Ici, sur le E, si vous voulez, de la séquence précédente. Et voilà. Je vais suivre ici le E, la lettre E, comme ça. Voilà. Donc vous avez une base ravinante. Une base ravinante sur laquelle donc il vient le terme 1. Regardez le terme 1 ici, de la séquence de Bouma. Il s'agit d'un terme granoclassé. Il présente un granoclassement positif, c'est-à-dire grossier à la base et un sommet. Regardez la taille des grains ici, c'est grossier, ici à la base, il devient un sommet. Ça rappelle un peu le dépôt du chaudron. Les chaudrons en général présentent donc ce type de dépôt de granoclassement, c'est-à-dire le granoclassement positif. Un granoclassement positif. Après le terme A, vient le terme B. Le terme B, comme vous voyez ici, le dessin n'est pas très détaillé, mais c'est très schématique. Hein. On fait un dessin très schématique de séquence. Alors ici, le terme B, il comprend donc les grains fins, c'est des grains fins, mais avec des laminations planes horizontales. Des laminations parallèles horizontales. Des laminations. Donc les laminées présentent donc des laminations parallèles horizontales. Mais il est fin. Donc le granoclassement continue sur lui. Le granoclassement continue. Et d'ailleurs, toute la séquence présente un granoclassement positif. C'est-à-dire gros à la base et fin au sommet. C'est toute la séquence. Et même au sein des termes. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le terme A présente un granoclassement positif. B fin, C fin, D fin, E très fin. C'est les algèbres. Donc, toute la séquence ici présente un granoclassement positif, grossier à la base, avec des grains grossiers à la base et des grains fins. Alors, le terme C maintenant. Le terme C, comme vous voyez, il comprend ces structures. Regardez ces structures-là, ondulées. C'est ce qu'on avait appelé, si vous vous souvenez bien, c'est ce qu'on avait appelé donc les convolutes. Les convolutes, ce sont des structures sédimentaires. Puis vous avez des stratifications, bien des laminations ici en haut, entrecroisées. Entrecroisées, c'est des laminations qui font ça, entrecroisées comme ça. Entrecroisées, j'essaie de dessiner, mais c'est pas facile avec ce stylet. Donc entrecroisées, c'est comme ça. Monsieur? Oui. Je crois qu'il y a un problème au son. On n'entend pas bien. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, apparemment, il n'y a pas de problème. Vous entendez? Monsieur, il y a pas une bonne qualité au son.
Si on n'arrive pas à distinguer vraiment. Vous n'arrivez pas à distinguer? On ne capte pas les mots d'une Monsieur, manière. Donc, du sang. Je vais essayer de le régler. Maintenant, vous arrivez à entendre? Oui. Ça va? Ça va maintenant? Oui, c'est bon. Oui, c'est Plus ou moins. plus ou moins, monsieur. Oui, c'est un peu clair maintenant. Ok. Ça va, donc on peut continuer? Ouais. Oui, ça va, monsieur. Alors, comme j'ai dit, donc le terme C de la séquence de Boma, c'est un terme avec des grains fins, bien sûr, des grains fines, et qui montre des structures sédimentaires telles que les convolutes, ici en bas, et les laminations via les stratifications entrecroisées. Les stratifications entrecroisées, c'est une stratification comme ça, entrecroisée, comme ça. Puis, un autre terme, c'est le terme B. Le terme B qui vient en haut et qui ressemble, si vous voulez, en quelque sorte au terme B. D et B, c'est presque la même chose. C'est un niveau avec des laminations horizontales, parallèles, horizontales. Puis le terme E, comme je dis, c'est des argiles. Et bien, on peut appeler également des chênes. Les argiles viennent des chênes. Les chênes, ce sont des argiles stratifiées. Le terme E. Voilà, c'est marqué ici, chênes. Les argiles stratifiées. C'est très fin. Donc voilà, grosso modo, d'une manière très résumée, si vous voulez, ce que renferme la séquence de Boma, qui est donc une séquence théodélitique, comme je dis, c'est-à-dire une séquence déposée par les dépôts de forte densité, c'est-à-dire le courant de turbidité. Alors, bien sûr, ces séquences-là, ces dépôts-là, on les trouve en bas des talus, en bas des pentes sous-marines. Donc, ce sont des dépôts très profonds. C'est dans des milieux très profonds. Bien sûr, c'est bien sûr, On n'entend pas votre voix clairement. je ne sais pas pourquoi. Oui, monsieur, il y a un problème. Lointain, monsieur. Comment? C'est comme c'est loin. Oui, monsieur, il est Oui, loin, monsieur. bien ancré. Monsieur, je pense que le problème est dans le micro.
Alors, maintenant, vous arrivez à entendre? Oui. Ça va, c'est amélioré un petit peu, non? Oui, c'est bien maintenant. Oui, c'est bien. Amélioré? D'accord. L'affichage, vous arrivez à voir l'affichage? Oui, monsieur. Oui. D'accord. Alors voilà ce qu'on appelle, comme j'ai dit, la séquence de Bouma. Donc c'est une séquence turbiditique. Comme j'ai dit, ce sont des dépôts qui se déposent en bas du panier, en bas des ponts dans le domaine marin profond, en général. Qui se déposent bien sûr sous forme de cônes, qu'on appelle les cônes sous-marins. C'est des dépôts qui peuvent présenter des corps sédimentaires qui peuvent présenter des dimensions très importantes. Comme je dis, c'est comme sous forme de cônes. Hein. Donc vous avez le talus, par exemple. Et en bas du talus, c'est-à-dire, voilà, je vais faire un petit schéma ici, par exemple. Vous avez la plateforme, vous avez le talus, la pente, et vous avez le milieu profond ici. Donc, c'est la plateforme. Hein. Ici, c'est le talus, bien la pente. Talus, bien pente. Ici. Ici, sur le bas de pente. Bas de pente, bien le bassin profond, milieu profond. Alors, les cônes turbidiques, ici, c'est un profil, là, il coupe en profil. Donc, les cônes turbidiques, ils se déposent ici. Ils se déposent à partir d'ici, ou bien, par exemple, à partir d'ici, comme ça. Sous forme de cône. Ici, c'est en coupe. Hein. Donc, ici, c'est grossier en général. Le dépôt grossier. Ici, ici c'est le dépôt fin. C'est des argiles, des chênes, etc. Vous voyez ici, vous avez même un grain de façon. C'est très grossier. Parce que c'est le cône proximal, ici, c'est distal. Donc, ici, c'est en coupe. Alors, ces séquences-là, ces petites séquences-là, on peut les distinguer à l'intérieur du cône. C'est-à-dire le cône est formé par ces petites séquences. À base, de la base au sommet. Donc ici, comme vous voyez, vous avez un granoclassement double. Granoclassement double. C'est-à-dire vous avez un granoclassement latéral comme ça, vous avez un granoclassement vertical. Vous avez votre cône par exemple ici. Ici c'est grossier. Ici c'est fin. Ici c'est grossier, plus ou moins grossier. Ici c'est fin, vers le haut. Ici encore c'est un peu grossier. Ici c'est fin. Ici c'est très petit. Ici c'est fin. Ici c'est très fin. Ici c'est très fin. Vous voyez, donc vous avez ici un granoclassement comme ça latéral. Grossier ici, fin ici. Vous avez un granoclassement vertical. Grossier ici, fin ici. Donc généralement, c'est une caractéristique de ces cônes turbidiques ou bien le cône sous-marin. Qui présente donc un double granoclassement latéral et vertical. Voilà donc sur ce bloc diagramme, donc vous avez ici un bon dessin sur le bloc diagramme. Donc il montre ici différents milieux de dépôt. Hein. Vous avez le continent ici. Ce côté-là, c'est le continent, c'est-à-dire le milieu de dépôt du domaine continental. Vous avez le milieu de dépôt du domaine intermédiaire ou bien mixte, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et vous avez ici le milieu de dépôt du domaine marin. Alors, dans le milieu continental, par exemple, vous avez ici les fleuves, le milieu fluviatile. Regardez ici, vous avez donc le milieu fluviatile, là également. Puis, dans le domaine de transition, si vous avez la ligne de rivage, entre la mer et le continent, alors au niveau, tout au long de la ligne du rivage, on peut avoir différents types de milieux littoraux. Littoraux, c'est le domaine mixte, le domaine de transition entre le continent et la mer et le domaine marin.
Alors, tel que ici, vous avez les états, par exemple. Donc, ça, on va le voir comme exemple du dépôt. Tel que les estuaires, par exemple, ici, etc., etc., etc. Puis après, vous allez voir le palier, bien la pente dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est là où il va y avoir les exemples de dépôts gravitaires qu'on avait décrits. C'est au niveau de ce palier-là, les dépôts ici vont se déposer et vont être transportés, déposés uniquement sous l'effet de la gravité, sous l'effet de leur poids, le long de ce palier-là. Parfois, on a des courants exceptionnels, c'est ce qu'on avait appelé les courants de turbidité. Par exemple, ici, par exemple, vous avez un courant de turbidité qui creuse ici le talus. Regardez, les rocs, ils creusent et il va déposer ici en bas un cône turbidité ou bien un cône sous-marin. Vous avez ici un grand cône, regardez ça, tout ça c'est un grand cône, donc turbidité qui se dépose en bas du talus. Vous avez un autre ici, un autre cône ici qui se dépose en bas du talus. Le reste ici, comme je dis, c'est des dépôts par gravité, des écoulements gravitaires, des dépôts en masse, par exemple, qu'on avait expliqué l'autre fois, les slams, ou bien les slampings. Voilà, donc vous pouvez voir le dépôt des olistosomes, le dépôt des olistolites, etc. Alors, pour les cônes, je reviens sur les cônes turbidiques. Donc, si je regarde ce cône-là, le cône le plus ancien, c'est celui-là. C'est le premier qui s'est déposé, le premier cône. Celui-là, c'est le deuxième. Je vais mettre ici 1, ici 2, par exemple, le cône 2. Puis le troisième, c'est le plus récent. Il est en cours donc de dépôt même. Donc, c'est le plus récent. Le premier cône, déposé et abandonné, le deuxième, le troisième. Alors ici, on a des cônes turbidiques ici, si vous voulez, superposés, bien emboîtés les uns dans les autres. Superposés, si vous voulez. Et c'est comme vous voyez, on vient de commencer le dépôt d'un cône turbidique. Vous avez un seul cône qui est en cours de dépôt. Le premier. Regardez dans le cône récent, on a encore, si vous voulez, le réseau des chenaux distributaires. Les chenaux, c'est-à-dire le courant, les chenaux ici, en bleu. On a déjà donc on a encore, si vous voulez, les distributeurs qui sont actifs. Actifs, la même chose ici. Donc c'est un cône récent, si vous voulez, en cours de déposition. Et ici, vous avez déjà deux cônes qui ont été abandonnés, c'est-à-dire déposés et abandonnés. Alors ça, c'est... On peut parler également de lobes, hein, les lobes. Au niveau d'un cône, on peut avoir des lobes. C'est marqué ici, le lobe turbidique ancien, c'est-à-dire le cône turbidique ancien. Puis les deux ici, regardez celui-là et celui-là, sont récents. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, la flèche noire correspond au courant de turbidité, c'est-à-dire au courant de forte densité. Et cette flèche-là, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, correspond au glissement en masse, les écoulements en masse, ici. Les écoulements en masse. Alors, le chenal profond au niveau du creusé, si vous voulez, par le courant de turbidité, on l'appelle canyon. Le canyon. Donc, vous avez ici un canyon, et vous avez ici un canyon. Le chenal principal profond, creusé par le courant de turbidité, qui vient, bien sûr, le courant de turbidité vient d'ici, vient de la plateforme. De la plateforme creuse, il peut être déclenché ici, c'est-à-dire elle démarre à partir d'ici, et transporte même le matériel à partir d'ici, c'est-à-dire les grains, les éléments, il va les éroder, les transporter ici, il va donc les déplacer le long du talus, puis les déposer en bas du talus. C'est pourquoi, comme je dis tout à l'heure, ces dépôts-là ne sont pas des dépôts originaux du milieu profond. C'est des dépôts étrangers, si vous voulez, transportés depuis la plateforme et déposés dans des milieux profond. C'est-à-dire quand on analyse, si vous voulez, ce dépôt-là, on va se rendre compte qu'il s'agit de dépôts de milieu peu profond, c'est-à-dire de la plateforme, mais déposés dans un milieu profond. Et d'ailleurs, le terme, si vous voulez, le terme c'est-à-dire les chênes, bien les argiles, c'est des argiles du milieu profond. Tandis que le reste,
de la séquence du Bouma qu'on avait expliqué tout à l'heure, c'est des dépôts transportés de la plateforme vers le milieu profond. C'est des dépôts de milieu très peu profond. Et on les a injectés dans les dépôts du milieu profond. Alors, tout ce qu'on a, on les appelle, comme je dis, des cônes sous-marins, bien éventails sous-marins. C'est marqué ici. C'est des éventails sous-marins, bien des cônes sous-marins, qu'on peut décomposer en petits cônes ou bien en lobes turbulitiques, qui sont généralement granoclassés, superposés ou bien juxtaposés. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure ici. Ici, ils sont superposés, regardez, 1, 2, 3. Et si je prends par exemple 1 et 3 ici, ou bien 1 et 2 ici, celui-là et celui-là sont juxtaposés. Juxtaposés les uns à côté des autres. Juxtaposés, c'est des cônes comme ça. Je vais donc laisser ici des cônes juxtaposés. Donc, comme ça. Ça, c'est des cônes juxtaposés. Donc ici, l'apex, puis le camion, puis les distributeurs. Les chenaux distributeurs. Donc ça, c'est juxtaposé. Emboîté ou bien sur le superposé, c'est des cônes qui vont faire ça. Ah, c'est très schématique, je dessine. Ici, vous avez des cônes superposés de juxtaposés. Le premier, c'est celui-là, le deuxième, c'est celui-là, et le troisième, c'est celui-là. Donc, les cônes superposés, ou bien juxtaposés. Alors, si je regarde maintenant, par exemple, ce plan-là, au niveau du cône, c'est-à-dire si je coupe un cône longitudinalement, si vous voulez, longitudinalement, alors c'est dans cette coupe-là où vous trouvez les séquences de Bouma, par exemple, séquences turbulitiques de Bouma. C'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure. Hein. Donc, vous avez sable grossier sur le terme 1, vous avez sable fin avec l'élimination horizontale, parallèle, c'est le terme B, etc. Jusqu'au terme E. Il s'agit donc de séquences granoclassées. C'est-à-dire que présente un granoclassement positif. Et on parle de séquences grano-décroissantes. Grano-décroissante, c'est simple. Regardez, c'est marqué par cette flèche noire. Ça veut dire que ici, la taille des grains est importante, c'est-à-dire des grains grossiers ici, et des grains fins au sommet de la flèche ici. On parle d'un granoclassement positif. Il s'agit d'une séquence grano-décroissante. Grano-décroissante. Quand il s'agit d'une séquence grano-croissante, ça veut dire on va mettre cette flèche à l'envers. La pointe de la flèche en bas et la base ici, cette là pour matérialiser, pour montrer un granoclassement inverse. Un granoclassement inverse ou bien un granoclassement négatif. On parle de séquence de ce cas-là grano-décroissant, c'est-à-dire avec des grossiers, avec les dépôts fins ici et les dépôts grossiers. C'est-à-dire on met cette séquence-là à l'envers. Mais les séquences turbulitiques, voilà leur évolution. Il s'agit de séquences grano-décroissantes et présentent un granoclassement positif. Séquences turbulitiques. Alors, bien sûr, ces séquences-là, c'est-à-dire la taille des grains, elle va varier, si vous voulez, selon l'emplacement où on a pris la séquence. Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ces éventails sous-marins ou bien ces cônes turbulitiques sous-marins présentent un granoclassement positif, double, c'est-à-dire un granoclassement latéral et un granoclassement vertical. Et même également au niveau de ces cônes-là présentent une zone proximale et une zone distale. La zone proximale, généralement, c'est grossier, avec des grains grossiers. C'est grossier ici.
c'est la partie proximale du cône. Mais quand on va vers le bas, si vous voulez, vers le milieu profond, on va trouver des dépôts fins. Parfois même des sables, mais fins. Des sables, des argiles, mais fins. Pour matérialiser donc un granoplasma latéral. Alors, les séquences de séquences soviétiques, ou bien la granulométrie des séquences soviétiques, varie en fonction de l'emplacement où on a fait la séquence. Si on est dans le domaine distal, si vous voulez, dans la partie distale du cône, on va voir une séquence curvilitique avec des grains fins comme ici. C'est très fin. Et parfois, également, les séquences ne montrent pas tous les termes. Tous les termes. C'est pas toujours, on peut pas avoir toujours, si vous voulez, une séquence avec tous les termes, c'est-à-dire A, B, C, D. Parfois, on trouve, par exemple, des séquences tronquées, qui présentent, par exemple, seulement le terme C et le terme D, par exemple. Par exemple, ici, par exemple, je vais mettre terme C, terme D, c'est ce qu'on a ici, C et D. Parfois, on peut voir, par exemple, le terme A et B seulement. Donc, ça dépend de l'endroit, au niveau du cône, où on a la séquence. C'est pourquoi dans l'ancien, par exemple, quand on va sur le terrain, on trouve des séquences curviliques, on analyse, si vous voulez, les termes de la séquence pour dire, les termes de la séquence avec leur granularité, pour dire dans quel endroit du cône on est. Donc, si on a une séquence avec des grains grossiers, s'il s'agit donc d'une séquence avec des éléments très grossiers, il faut penser à la partie proximale du cône. Si on a une séquence avec des grains fins, généralement c'est le terme C et D qui domine dans la séquence par exemple, il faut penser à la partie distale du cône ici. C'est-à-dire ici, vers le large, ici. La partie proximale c'est ici, la partie distale c'est ici. Donc voilà, regardez, la partie proximale c'est là où vous avez le grossier. Le fin, c'est le distal, pour ce cône-là. La même chose pour celui-là. Regardez, la partie proximale, c'est là où c'est grossi. Distal, c'est là où c'est fin. La même chose pour celui-là, etc. Donc, l'analyse de ces séquences de cubiques nous permet, si vous voulez, de savoir dans quel endroit du cône on est. Est-ce qu'on est dans la partie proximale ou bien dans la partie distale du cône? Voilà, je pense. Ici, c'est la même chose, presque c'est la même chose, sauf ici, on a résumé un petit peu. Donc, comme on a fait une coupe longitudinale, comme je dis, c'est-à-dire cette coupe-là, comme ça, depuis la plateforme jusqu'au domaine distal. Ce que vous avez ici, vous avez la plateforme, vous avez les talus, vous avez le glacis, ou bien le milieu profond. Ici. Alors, tout au long de la pente du talus, on peut avoir des écoulements en masse, des glissements en masse. On peut avoir également des courants de turbidité, ici par exemple, qui dépendent donc ces séquences de turbidité, ou bien des dépôts de turbidité, sous forme de cône, bien sûr, de cône comme je viens d'expliquer, ou bien des éventails sous-marins. Donc ici, vous avez des exemples de séquences de turbidité. Ça, donc, si vous voulez, ici vous avez variation latérale de la séquence turbidique de part et d'autre de l'axe du chenal d'approvisionnement. Ici, c'est de part et d'autre du chenal, si vous voulez. Ici, par exemple, séquence réduite, la fraction la plus fine, séquence sans la fraction la plus grossière, et ici, vous avez une séquence grano décroissante complète. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire, sur le terrain, il ne faut pas s'attendre à trouver une séquence complète. Parfois, on a une séquence complète, c'est-à-dire avec les termes complets, A, B, C, D, E. Mais en général, on peut avoir des séquences qui ne sont pas complètes, des séquences qui présentent les deux termes, trois termes, etc. Mais comme l'essentiel, c'est que quand on analyse ces séquences-là, on peut dire l'endroit où on est dans le cône. Puisqu'on est dans la partie proximale du cône, puisqu'on est dans la partie distale du cône. Si quelques photos, par exemple ici vous avez des fleurs, regardez les éléments, ici, supportés par une matrice
sableuse, ce qu'on avait appelé des débris bleus, c'est comme une brèche, mais présente un aspect bréchique. Il s'agit ici de dépôts déposés uniquement par la gravité le long d'une pente, par glissement, se dépose en bas de la pente. Ça rappelle un peu les brèches. Voilà, ici, ce sont des niveaux turbiditiques. Ces niveaux-là, clair, noir, jaune, noir, etc., c'est des niveaux donc, de ce qu'on dit turbidite distal ici. Très fin, avec des lits très peu épais. L'épaisseur des ponts n'est pas très importante. L'épaisseur des ponts est très petite. Donc, quand vous avez l'épaisseur des ponts petite, la granulométrie aussi fine, il faut penser donc à la partie distale du pont. C'est profond. Le milieu plus profond. Donc ici, c'est des alternances donc du niveau turbiditique. Voilà un peu vu de près, si vous voulez. Donc, vous avez ici le calcaire alloctone, c'est-à-dire les turbidites, c'est-à-dire les calcaires étrangers déplacés de la plateforme et déposés dans le milieu profond en bas du talus. Ici, vous avez les marbres. Regardez entre les deux bancs, ce banc-là et celui-là, vous avez cet intervalle de marbre. Ce niveau de marbre ici. Ce niveau de marbre, c'est le dépôt original, c'est-à-dire le dépôt du milieu profond. C'est pourquoi je l'ai appelé marbre autochtone. Marbre autochtone, c'est-à-dire les dépôts propres au milieu de dépôt. C'est ce qu'on a dans le milieu de dépôt, normalement. S'il n'y avait pas des apports turbiditiques dans le milieu, on va voir le dépôt uniquement de ça, de ces marbres. On va voir toujours les marbres qui vont se déposer. Mais ici, ces dépôts de marbre, dans ces dépôts de marbre autochtones, sont injectés ces niveaux de turbidite, niveaux de calcaire holochrone, transportés, si vous voulez, érodés, transportés depuis la plateforme et déposés dans le bassin profond. Alors, j'ai mis ça pour comprendre que ici, ces dépôts, dans les milieux profonds, on a des dépôts profonds. Par exemple, ici, c'est marbre. Les marbres. Faire attention, si vous avez des éboulis, hein, ça, c'est des éboulis, c'est des fragments de roche déposés ici actuellement sur ce niveau de marbre. Les marbres, c'est ici, surtout. Regardez, c'est cette couleur un peu grise, ça, c'est les marbres. Voilà donc ici, vous avez donc un niveau de turbidite ici et un autre niveau ici. Au niveau de celui-là, on ne voit rien comme structure, mais ici, on peut arriver à voir un peu les structures. Regardez ici l'animation ici. L'animation est vite ici, regardez. Ici également, vous avez des animations qui font ça. Peut-être je vais voir ça de loin, de près, encore. Tout à l'heure, sur notre photo. Vous avez des stabilisations qui font ça, regardez. Et parfois même ici, vous avez quelque chose qui ressemble à une ride de coron. Une ride, c'est-à-dire, on suit cette limite-là, regardez, il est bombé. Il est bombé comme une ride. D'accord? Ici, il ne faut pas en tenir compte ici, peut-être que vous avez une fracture, une faille ici, regardez, une faille, comme ça ici, regardez. Donc le niveau ici, il vient comme ça, puis coupé. Il est ici, coupé, regardez, vous avez la fracture entre les deux. Ici, c'est coupé, regardez. Donc ici, vous avez une faille, une petite faille, vous avez, voilà l'ouverture comme ça l'ouverture de la faille. Les failles, on va les voir en escale. Regardez. Si c'est coupé, c'est failli, hein. Le niveau n'est pas continu, il est discontinu, il est décalé. Regardez ce niveau-là, ici, on le trouve ici, il y a un décalage. Celui-là, on le trouve ici, il y a un décalage. Mais ça, ce n'est pas notre objectif maintenant. Notre objectif, c'est surtout la sédimentologie pour ce semestre. Voilà donc exemple de dépôt turbidite. Hein. Donc, c'est ce qu'on trouve au niveau dans la séquence du Boumassi. C'est ce qu'on trouve au niveau des cônes sous-marins, des éventails sous-marins. Voilà donc ici pour matérialiser les limites, des limites entre les niveaux. Calcaire alloctone, les marnes autochtones, c'est ce que je viens d'expliquer.
Voilà, vu de près maintenant, un de ces bons juridiques, un de ces niveaux juridiques. Donc ici, vous avez peut-être les marnes autochtones, et vous avez donc le calcaire autochtone, c'est-à-dire le calcaire juridique. Alors regardez cette limite bleue, qui sépare un niveau ici grossier, comme vous voyez, avec des grands grossiers, ici fin. Alors ici, c'est peut-être le niveau A, le terme A. Donc toujours, donc la séquence démarre par une base ravinante ici. Ce n'est pas, un niveau plat, il est ravinant, irrégulier. On montre qu'il y avait une érosion sur ce niveau-là. Vous avez donc, comme je dis, limite-là, vous avez également cette limite noire. Donc ces limites-là limitent, si vous voulez, les termes de la séquence du mouvement. D'accord? Alors, tout simplement, pour expliquer donc, ces termes-là, donc, comme je dis ici, vous avez le grossier et le fin ici. Grossier et fin, c'est le terme A. Ici, vous avez le terme A. Puis ici, c'est relativement fin par rapport au terme A. Et si on regarde un peu, d'une manière assez précise, on peut voir ici comme si vous avez des laminations parallèles, des laminations horizontales parallèles. Donc ici, ça, ce niveau-là, on peut le considérer comme le terme. Et après, vous avez un autre niveau ici. Regardez au niveau de ce terme-là, vous avez des stratifications en vie. Et peut-être même entrecroisées. Hein. Regardez ici, stratification en vie, c'est clair aussi. C'est clair. Et au sommet de ce terme-là, parfois, comme je dis, vous pouvez avoir des rides de corps, des rides constantes. Des rides, vous allez le voir peut-être en S5, quand vous allez voir donc, les figures ici, si c'est possible. Hein. Donc les rides, c'est tout simplement des ondulations formées par l'agitation de l'eau. Alors ce terme-là, d'après toutes ces caractéristiques, et plus particulièrement ces figures et structures supplémentaires, ne peut correspondre qu'au terme C. Donc vous avez le terme C. Donc ici, vous avez le terme A, B, C, et ce qui est caché par les éboulis ici, ces éboulis-là, c'est ce fragment de roche, ce qu'on appelle les éboulis, ce qui est caché ne peut être que des argiles, ou bien des chaises, c'est-à-dire comme ce que vous avez en bas ici. Je vais mettre le figuré. Donc, figuré d'argile ou bien de chaises. C'est ce que vous avez ici, donc c'est le terme D. On va le considérer comme le terme. Donc ici, vous avez A, B, C, D. Pardon, c'est pas D ici. Hein. C'est pas D. C'est E. C'est le dernier terme. E, c'est pas D. C'est des argiles, c'est des chaises. E. E également, vous l'avez ici, en bas. C'est-à-dire E de la séquence précédente. Une séquence qui se trouve en bas. Voilà donc ainsi par ces images-là, donc on termine ce chapitre. Maintenant, on va passer à voir un autre chapitre. On va passer à voir. Vous arrivez à voir ce que j'ai partagé? Non, monsieur. Je vais le repartager. Maintenant, ça va? Oui, monsieur. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à voir des exemples de dépôt. Des exemples de milieu de dépôt. D'accord? Souvenez-vous bien, la première séance, je vous ai parlé, quand je vous ai parlé du plan du cours, donc j'ai dit, vous aurez à peu près 3 séances, ou bien 3 à 4 séances d'exemples de milieu de dépôt. Pas les séances, mais des exemples. Exemples de milieu de dépôt. Alors, j'ai commencé par le milieu de dépôt des éthiques et semi-arides.
Alors, comme j'ai pensé un petit peu, j'ai dit que peut-être il ne va pas nous rester du temps pour voir. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les milieux de dépôt, surtout fluviatiles, deltaïques et éoliens. Alors maintenant, je vais commencer par le milieu de dépôt fluviatile. Je vais sauter, c'est ça, donc je vais sauter, si vous voulez, le milieu désertique et semi-aride. Alors, je vais vous montrer ici, avant de passer donc à notre chapitre, c'est-à-dire milieu fluviatile, donc il faut avoir une idée, ça on a déjà expliqué, hein, on a déjà expliqué ça, sur donc l'enchaînement, si vous voulez, du milieu du dépôt depuis le domaine continental ici, jusqu'au milieu marin. Donc au niveau du domaine continental, on peut voir des montagnes, par exemple, des pieds de montagne, on peut avoir des fleuves, on peut avoir les lacs. Généralement, vous avez le sol. Le sol, c'est-à-dire pour l'actuel. Donc, on a le sol sur le continent. Dans le domaine marin, vous avez de l'eau, bien sûr, l'eau marine. Et on peut avoir les alluvions au niveau du domaine continental, c'est-à-dire des dépôts grossiers, alluvions, des terrigènes, grossiers. Au niveau du domaine intermédiaire, et bien, la zone de transition, entre le continental et le marin, on peut avoir les estuaires, les deltas, les lagunes, les séprats, etc. Puis au niveau du marin, le domaine marin, donc, si vous voulez, le profil le plus adapté, le plus utilisé, si vous voulez, le plus simple à utiliser, c'est le domaine, par exemple, du littoral, bien de la plage, plateforme, domaine de plateforme, puis le domaine de talus et le bassin profond. Alors, au niveau si vous voulez, du bas du talus, on peut avoir des dépôts d'écoulement gravitaire, bien des dépôts en masse, on peut voir les dépôts fluidiques. Et tout à fait dans le domaine le plus profond, on va voir surtout les boues, bien des bases pélagiques. Voilà ce qu'on peut avoir comme des dépôts le long donc, de ce profil dans le domaine de sédimentation, si vous voulez, des régions de sédimentation, depuis le continent jusqu'au bassin profond. Donc, comme vous voyez ici, quand on est sur le continent, généralement, les dépôts sont térigènes et grossiers, en général. Hein. Térigènes, c'est-à-dire c'est des éléments classiques, ou bien des débris solides, térigènes, issus de l'érosion des terres, bien des reliefs préexistants. Mais quand on se dirige vers le bassin, vers la mer et le milieu marin profond, les grains deviennent fins. C'est-à-dire la granularité diminue et ça, si vous voulez, il s'enrichit, si vous voulez, en matière, bien en éléments carbonatés, par exemple, c'est-à-dire en éléments chimiques, si vous voulez, et on obtient tout à fait, on obtient, si vous voulez, dans la zone la plus profonde, ce qu'on appelle donc des boues pélagiques, bien des bases, c'est-à-dire des calcaires. Vous voyez, si on peut les appeler des calcaires fins du milieu profond. Voilà donc d'une manière un peu résumée cette répartition de dépôts. Maintenant, donc, on va passer à voir donc, notre chapitre. C'est le chapitre donc 4. Chapitre 4. Milieu fluviatile. Prof, on ne voit pas le diapo. Oui, je vais partager.
Voilà le chapitre 4. Exemple des milieux de dépôt, exemple des milieux fluviatiles. Donc, je répète encore, j'ai sauté le milieu fluviatile qui se met avec. Si on a le temps, on peut revenir sur cet exemple. Si on n'a pas le temps, donc on va se limiter au milieu fluviatile, au milieu deltaïque et désertique. Monsieur, Oui. monsieur, désolé pour le dérangement, mais s'il vous plaît, si vous utilisez des écouteurs, pouvez-vous les détacher de votre ordinateur parce qu'on n'arrive pas à distinguer les mots correctement et il y a beaucoup des bruits dans le background. Donc, s'il est possible Bon. de les d'attacher. Oui, Alors maintenant, ça va? oui, c'est mieux. Maintenant, c'est mieux. Merci beaucoup. Ça va maintenant? Oui, maintenant, ça va. Merci. Oui, monsieur, c'est mieux. C'est clair maintenant? C'est mieux? Oui, monsieur. C'est mieux Oui, c'est maintenant, clair. mais bon. Je vous Oui, entends oui. mal. Hein? Oui, C'est monsieur. bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Oui. D'accord. Alors, j'ai dit donc on va ici commencer donc le milieu de dépôt fluviatile. Exemple de milieu de dépôt fluviatile. Exemple de milieu de dépôt fluviatile. Alors, tout le monde connaît la fleuve et les rivières. Donc, il s'agit là d'un exemple de milieu de dépôt dans le domaine continental. Dans le domaine continental. Alors, dans ces milieux-là, les fluviatiles, les fleuves, les rivières, etc., vous avez de l'eau, en général. Alors, l'eau, cette eau, c'est une eau douce, à l'opposé de l'eau marine, des mers et des océans. Alors, bien sûr, puisqu'il s'agit de milieux avec des eaux qui ne sont pas les mêmes, automatiquement, il va y avoir donc des caractéristiques qui diffèrent ces milieux-là, les milieux fluviatiles du milieu marin. D'un point de vue des eaux, d'un point de vue faune, flore, etc. Alors, dans ce milieu, le transport se fait par l'eau. Il s'agit là d'un transport d'écoulement chenalisé et unidirectionnel. Là également, c'est une différence au niveau hydrodynamique, c'est-à-dire au niveau de l'hydrodynamisme. L'hydrodynamisme, c'est-à-dire la dynamique de l'eau. Ici, c'est un chenal unidirectionnel. On prend la rivière, le fleuve, tout le fleuve, toute la rivière, c'est comme un chenal. Un grand chenal dans lequel donc l'écoulement il est unidirectionnel. Chenalisé et unidirectionnel, c'est-à-dire présente une seule direction. Et toujours l'eau, bien sûr, s'écoule de l'amont vers l'aval. Alors dans ces chenaux-là, bien dans ce milieu fluviatile, les mouvements de l'eau correspondent presque tout le temps à un courant turbulent et sont rarement uniformes. C'est-à-dire toujours il y a la turbulence. La turbulence, c'est-à-dire l'agitation. L'agitation de l'eau, la turbulence, etc. Mais dans un seul sens, dans une seule direction. Pourquoi on parle donc du chemin unidirectionnel. Alors voilà donc après cette petite introduction, maintenant on va passer à voir, si vous voulez, les profils des vallées fluviatiles. Les vallées, c'est-à-dire les chevaux, les vallées, les rivières, présentent des profils, présentent un profil longitudinal et un profil transversal. Alors pour le profil longitudinal, c'est-à-dire de l'amont vers l'aval, on peut distinguer au moins 3 stades, ou bien au moins 3 profils. Vous avez, c'est-à-dire le long d'une rivière, d'un cours d'eau,
rivière, cours d'eau, fleuve, on peut distinguer ces stades. Les stades au niveau du profil longitudinal. Vous avez le stade jeune. Le stade jeune, c'est le stade, bien c'est le niveau le plus haut du côté amont du cours d'eau, bien du fleuve. C'est un cours d'eau dendriforme. C'est-à-dire la forme du cours d'eau et les dendriformes, sous forme de dendrites. Les dendrites, c'est comme ce que vous avez au niveau des cellules nerveuses. Une cellule nerveuse présente des dendrites. Un neurone, un neurone comme ça, présente, ce neurone présente ce qu'on appelle les dendrites ici. Regardez, c'est bifurcation. Ce qu'on appelle les dendrites. Ici, c'est la cellule avec le nerf. Ça, c'est le neurone. C'est un neurone, une cellule nerveuse. Alors, voilà donc ce qu'on appelle les dendrites. Les dendrites, alors le stade jeune d'un cours d'eau présente une forme dendriforme. Ça, on va le voir dans le schéma qui va venir après. Les dendrites, c'est-à-dire des ramifications très ramifiées. Au niveau des hautes altitudes, les cours d'eau, bien les fleuves, les rivières sont très ramifiés. C'est ce qu'on appelle le réseau hydrographique. Sur une carte topographique, c'est ce qu'on appelle le réseau hydrographique. Donc il s'agit là d'un stade jeune. Donc le cours d'eau, il est un cours jeune. C'est-à-dire au niveau des hautes altitudes. Du côté amont, le stade d'eau, le cours d'eau, il est si vous voulez, jeune. Il est encore jeune. Puis après ce stade jeune, quand on descend des hautes altitudes vers l'aval, le cours d'eau présente un stade mature. Présente le stade mature sur des cours d'eau un peu rectilignes, parfois méandriformes. Rectilignes, méandriformes. Puis tout à fait vers l'aval, c'est-à-dire près de l'embouchure. L'embouchure, c'est le point où se jette le cours d'eau, bien le fleuve, bien la rivière, dans la mer. Ce qu'on appelle l'embouchure. Alors, près de l'embouchure, le cours d'eau atteint le stade de sénilité. Le stade de sénilité, c'est-à-dire le stade de vieillesse. Vieillesse, il devient vieux. C'est-à-dire, il va mourir. Il va mourir quand il va se jeter dans la mer, c'est-à-dire tout à fait vers l'aval, c'est-à-dire du côté aval. Quand le cours d'eau se jette dans la mer, donc ça y est, c'est fini, il meurt. Donc, comme vous voyez, donc, vous avez trois stades, grosso modo trois stades, le stade jeune, le stade mature, puis le stade de sénilité, ou bien de vieillesse, c'est ce que vous avez sur ce schéma-là. Sur ce petit schéma, donc vous avez ici le stade jeune, amont, du côté amont, dendriforme, présente une forme dendriforme sous forme de dendrite, puis le stade mature, avec une forme rectiligne, bien une forme méandriforme. Puis le stade de sénilité, de vieillesse, et l'embouchure ici du cours d'eau. Alors au niveau de l'embouchure, ici quand le cours d'eau arrive au niveau de la mer, tout à fait vers l'aval, il peut former ce qu'on appelle des deltas par exemple, ou bien des estuaires, c'est-à-dire il peut contribuer à former, c'est-à-dire des milieux de dépôt de transition entre le continent et la mer. Alors, comme vous voyez ici, donc ici, on va voir le milieu de dépôt, le milieu phréatique, par exemple, c'est-à-dire le dépôt du milieu phréatique. Puis après, on va voir un exemple, le milieu ici, le dépôt d'Otaï. Donc, il va y avoir une relation, si vous voulez, en principe. On doit trouvé la relation qui existe entre les dépôts et le milieu phréatique, c'est-à-dire les caractéristiques du milieu phréatique, et les deltas, le milieu détaillé qu'on va voir comme exemple après. Voilà donc pour le profil longitudinal. Alors ici c'est la même chose, mais ici mais c'est presque la même chose, ce que je viens de présenter. Donc ici vous avez le stade
jeune, si vous voulez, ici, des fois, ici sur le stade mature, ici sur le stade de similitude. Alors ici, au niveau du stade jeune, si vous voulez, le cours d'eau érode plus. Pourquoi on a ici érosion? C'est surtout l'érosion qui est dominante ici. Et il érode beaucoup ici. L'Europe d'altitude, vous avez l'érosion. Forme d'un griffon ici. Dans le cône, ou bien pardon, le stade mature, dans la section moyenne, vous avez transport et dépôt. Ici, on va voir le transport et le dépôt dans le stade, au cours du stade de maturité. Et le cours d'eau peut se présenter en tresse ou bien en deux formes. Ces formes-là, on va les voir par la suite. Puis, donc, au cours du stade de sénilité ou bien de vieillesse, il n'y a que le dépôt. Le cours d'eau dépose. Plus qu'il érode, plus qu'il transporte. C'est-à-dire le transport et l'érosion sont nuls ici. Ce qu'on a, c'est surtout le dépôt à 100%. Donc ici, l'érosion qui est abondante, qui est importante au niveau du stade-là. Au niveau du stade de maturité, ce qui est dominant sur le transport et le dépôt, on peut transporter ou peut déposer. Et ici, le dernier stade, ici, c'est surtout le dépôt qui domine. C'est-à-dire quand le cours d'eau arrive au niveau de son embouchure, donc il n'y a que le dépôt, parce que ça y est, le cours d'eau perd son hydrodynamique, perd son énergie, donc il devient vieux en quelque sorte, donc il n'attend que la mort, donc il va mourir au niveau de la mer. Ici, le cours d'eau il est encore jeune, il peut éroder, il peut transporter sans problème. Donc vous avez ici, bien sûr, la pente est décroissante. La pente décroissante, vous avez l'aval ici, et vous avez l'amont ici, l'aval ici. Alors si on regarde ici l'hydrodynamisme, l'hydrodynamisme ou bien la dynamique de l'eau. Alors du côté ici amont vers le côté aval, vous allez voir un hydrodynamisme décroissant. L'agitation de l'eau va décroître de l'amont vers l'aval. Donc l'énergie de l'eau va décroître. Un hydrodynamisme décroissant. La granulométrie également du dépôt. Quand on examine la granulométrie du dépôt, c'est la taille des grains, si vous voulez. La même chose, il va décroître. On va voir un grain de décroissement latéral. C'est-à-dire, vous allez voir le dépôt grossir du côté-là, vont se déposer, il faut grossir, comme ça, des blocs, des fragments de roche très grossiers. Puis après, la granulométrie va diminuer. C'est-à-dire, la taille des grains va être très petite, des grains de sable, très petits, etc. Le sable moyen, le sable grossier, puis des argiles. Vous voyez, donc vous allez voir donc un grain de classement. Si vous voulez, la taille des grains décroissante, si vous voulez, un grain de décroissement, un grain de, voilà, c'est ça, un grain de classement décroissant, un grain de classement décroissant de l'amont vers la main. Attention, ce que je dessine ici, c'est pas bien dessiné. Si on vous demande de dessiner, il faut bien dessiner les grains. Si j'arrive pas à dessiner parce que je n'ai pas de souris, donc je n'ai pas le moyen pour bien dessiner. Donc les grains, il faut bien dessiner des choses correctes. Voilà donc d'une manière générale comment se présente, si vous voulez, le profil longitudinal d'un cours d'eau bien d'un fleuve. Alors pour les formes maintenant, bien des types, si vous voulez, les formes bien des types de cours d'eau qu'on peut distinguer bien sûr le long de leur profil longitudinal. Donc du profil longitudinal, on peut donc trouver des différents types donc, de chenaux bien de cours d'eau. Chenaux de cours d'eau, qu'on peut trouver ce qu'on appelle chenal à 3 rectiligne. Alors, comme son nom l'indique, il est plus ou moins rectiligne, étroit, rectiligne, c'est-à-dire comme ça.
Celui-là n'est pas méandrépont. C'est ce que vous avez ici. Chenal étroit rectiligne. Il n'y a pas de courbure, mais plus ou moins étroit rectiligne. On peut distinguer également ce qu'on appelle le cours d'eau en tresse. Cours d'eau en tresse en tresse. En tresse, c'est comme le tresse qu'on fait par exemple au niveau des cheveux. Les cheveux, par exemple, on met des tresses. C'est ce que vous avez ici, dans cet exemple-là. Cheveux en tresse. Les tresses, c'est ça. Alors, dans le cours d'eau rectiligne, droit rectiligne, il n'y a pas, si vous voulez, beaucoup de barres de sable à l'intérieur. Regardez ici, il n'y a que de l'eau, des barres de sable couvrent aux extrémités. Ici, le cours d'eau en tresse, vous avez des barres de sable à l'intérieur. À l'intérieur du chemin, vous avez donc des barres de dépôt, peut-être du sable, peut-être des alluvions, de toute façon des alluvions. À l'intérieur même du chemin, vous avez donc ces barres de dépôt. Et vous avez le courant, donc les flèches bleues, c'est le courant. Le courant, donc de l'eau, du chenal à l'intérieur du grand chenal. C'est ce qu'on appelle donc un chenal en tresse. Vous avez également le cours d'eau méandréforme. Méandréforme, c'est tout simplement des cours d'eau qui présentent des courbures comme ça. Ici, dessiner un cours d'eau méandréforme, par exemple, comme ça. Présente des méandres. Les méandres, c'est une sorte de courbure. Ici, vous avez un méandre, ici, vous avez un autre méandre, ici, vous avez un autre méandre. Ce qu'on appelle un cours d'eau méandréforme. Alors, comme on a dit tout à l'heure ici, donc le cours d'eau en tresse, on le trouve en général dans la partie supérieure du stade mature. Le cours d'eau rectiligne, on le trouve ici, du stade jeune. On peut le trouver également dans cette partie, stade mature. Le cours d'eau méandréforme caractérise surtout la partie inférieure du stade mature, ici, ce que vous avez ici, les méandres, regardez les méandres. Si vous avez donc des tresses, cours d'eau en tresse. En général, on peut trouver donc du cours d'eau rectiligne droit. Et vous avez le cours d'eau anastomosé, tout à fait dans la partie distale, si vous voulez, bien dans la partie de sénilité, bien le stade de sénilité du cours d'eau. Anastomosé, c'est presque, c'est pas en tresse, mais c'est des cours d'eau enchevêtrés, si vous voulez, anastomosé, les uns reliés aux autres. Voilà donc, grosso modo, c'est ce type de cours d'eau. Alors ici, sur ces images-là, vous avez ces exemples de cours d'eau. Donc en bleu, c'est de l'eau. Alors pour l'image 1, vous avez réseau ou bien cours d'eau à chemin de tresse. Vous avez ici. L'image B, vous avez réseau bien cours d'eau à méandre. Les méandres, regardez les méandres, c'est courbure, c'est courbure, c'est une similitude de courbure que présente le cours d'eau. Hein. Et parfois même, on peut avoir des méandres abandonnés, c'est ce que vous avez ici. Vous avez un méandre abandonné ici. Vous avez d'autres ici. Ici, par exemple. Alors, ce type de cours d'eau, comme je l'ai dit, donc on le trouve surtout vers la partie aval du stade mature. C'est-à-dire avant d'entrer dans le stade de sénilité, donc le cours d'eau peut se présenter sous forme donc de méandre. Donc, pour méandréforme. Bien, donc voilà ce qu'on peut dire. C'est un résumé, hein, c'est un résumé sur le profil longitudinal des cours d'eau,
il y a des fleuves, des rivières, et les différents types de cours d'eau qu'on peut avoir tout au long du profil. Alors maintenant, pour le profil transversal. Le profil transversal, c'est-à-dire une coupe transversale du cours d'eau. Qu'est-ce qu'on va trouver dans une coupe transversale? Alors ici, vous avez un bloc diagramme qui présente un milieu fluviatif, c'est-à-dire un fleuve ou bien un cours d'eau. Vous avez ici une partie d'un fleuve ou bien d'un fleuve. Alors, qu'est-ce que présente ce bloc diagramme? Alors, au niveau de la coupe transversale, comme je viens de vous le dire, vous avez la coupe transversale ici. Ça c'est la coupe transversale. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer qu'on a un chenal ici. Le chenal est bien ce qu'on appelle le lit mineur. Lit mineur ici. Il y a le chenal, c'est marqué ici, chenal, ou bien lit mineur. C'est ce qu'on a ici. Le chenal, ou bien lit mineur. Le lit mineur, c'est vers le petit lit de l'oiseau. Vient de la rivière, vient du cours d'eau. Et vous avez le lit majeur, qui n'est pas indiqué ici, mais ce qui est indiqué ici, c'est la plaine. La plaine d'inondation. Regardez, la plaine d'inondation, c'est le lit majeur. C'est-à-dire cette partie-là. Tout ça. D'ici jusqu'ici. C'est ce qu'on appelle le lit majeur. Le lit majeur du cours d'eau, bien du fleuve, bien de la rivière. Donc vous avez le lit mineur. Le lit mineur, bien le chenal, c'est la zone, bien le chenal, occupée par l'eau tout le temps. C'est-à-dire, s'il s'agit d'un fleuve, bien d'une rivière où il y a de l'eau, cette eau-là, on va la trouver toujours au niveau de l'ouest, au niveau du chenal, bien du lit mineur. C'est-à-dire le lit mineur, la partie occupée par l'eau tout le temps. C'est-à-dire, pendant l'hiver ou bien pendant l'été, toujours on a de l'eau dans le lit mineur. C'est bien le chenal. Alors, le lit majeur, tandis que le lit majeur ou bien la plaine alluviale, il est occupé par l'eau uniquement au moment des inondations. Au moment des inondations. S'il n'y a pas d'inondation, cette partie-là, cette plaine alluviale, ce lit majeur, il est exondé, c'est-à-dire qu'il n'est pas couvert par l'eau. Il n'est pas couvert par l'eau. Et d'ailleurs, vous avez la végétation. Regardez, ça, c'est la végétation. Vous trouvez donc la végétation au niveau du lit majeur, ou bien de la plaine alluviale, ou bien plaine d'inondation. Donc on peut l'appeler plaine alluviale, on peut l'appeler plaine d'inondation, on peut l'appeler lit majeur. Les trois appellations sont correctes. Lit majeur, plaine d'inondation, plaine alluviale. C'est une zone occupée par l'eau. C'est une zone, si vous voulez, d'un cours d'eau, d'un fleuve occupé par l'eau au moment des inondations. Uniquement au moment des inondations. Et de comprendre de la végétation. C'est-à-dire, on peut y avoir de la végétation. La végétation, c'est-à-dire le sol, c'est-à-dire le végétal. C'est marqué ici. Lit majeur, au plein d'inondation, à végétation et palusol. Palusol, c'est quand c'est ancien. Et sol, c'est quand c'est récent. Palusol, c'est ancien. On va le trouver dans les terrains, parce que sur au niveau des terrains, on va trouver des palusols, c'est-à-dire des niveaux de sol anciens dans le temps. Mais si c'est récent, on parle de sol récent. Et donc voilà, grosso modo, les éléments qui composent, si vous voulez, un profil transversal d'une vallée fluviative, d'un cours d'eau, d'un fleuve, etc. Et vous avez d'autres éléments, comme ici, vous avez les levées. Levé, regardez, levé, accent à la fin. Une levée. Une levée, c'est tout simplement la bordure du lit mineur. La bordure. Vous avez le chenal, bien le lit mineur ici,
Vous avez les deux bordures ou bien les deux levées. Vous avez une levée ici et vous avez une levée ici. Les deux bordures. J'ai dit, on les appelle, c'est-à-dire les lignes mineures, on les appelle les levées. Le levé du chenal qui est levé du lit mineur. Vous avez également ce qu'on appelle les crevasses. Les crevasses, ici comme vous voyez, crevasses, c'est tout simplement des petites dépressions qu'on trouve au bord, c'est-à-dire au bord du chenal, bien au bord du chenal, bien du lit mineur, qui vont être occupés par les dépôts au moment où il y a un débordement, si vous voulez, au niveau des levées. Quand on a un débordement de l'eau au niveau du lit mineur, les dépressions à côté vont être remplies par les sédiments, c'est ce qu'on appelle les crevasses. Les crevasses. Ça rappelle des petits cônes, c'est comme des petits cônes regardés, qui vont être remplis par les sédiments. Sous forme de cônes. C'est des crevasses, c'est des petites dépressions. Quand on a un débordement au niveau du chemin, on va remplir donc ces crevasses-là avec des dépôts. Si vous avez le sable, hein, ça c'est le sable. Donc vous avez le sable des levées. Ici le sable des levées. Là également. En gros, donc ces levées-là vont être également couverts par le sable suite au débordement du chemin. Le chemin qui est le lit mineur. Alors, regardez également dès maintenant comment se fait le dépôt au niveau d'un chenal. Alors ici, c'est un chenal qui rappelle un petit peu le type de méandre-effort. Exemple de méandre. Vous avez un méandre ici, vous avez un méandre ici. Donc généralement, au niveau des méandres, on peut avoir une zone d'érosion et une zone de dépôt. Alors, la zone d'érosion, l'érosion se fait au niveau des zones concaves. Zone concave des méandres. Vous avez un méandre comme ça, je vais vous expliquer ici. Méandre comme ça par exemple. Alors, j'ai dit, l'érosion, on a au niveau des zones concaves, donc vous avez la zone concave ici, et vous avez la zone convexe ici. Convexe, c'est juste comme ça. Arqué. Alors, quand le chenal vient comme ça, le chenal va frapper ici, il va frapper ici, il va donc éroder. Il va éroder, arracher les particules. Les particules ici, donc ici vous avez une forte énergie, un hydrodynamisme fort de ce côté-là, mais ici, de ce côté-là, vous avez un faible hydrodynamisme. Alors, dans cette partie-là, il va y avoir des trucs tout simplement. Il va déposer parce que l'énergie du courant, il est faible. Alors, il va déposer ici, sur la partie convexe, ici. Il va y avoir des parties convexes. C'est ce que vous avez ici. Donc, le chenal érode ici, frappe ici, il érode. L'énergie forte du courant ici. Là, l'énergie faible, c'est relativement faible, donc il va y avoir le dépôt ici. Mais le dépôt ici rappelle un petit peu ce qu'on avait appelé les prismes. C'est appelé une progradation, mais il ne s'agit pas vraiment d'une progradation. Attention. Regardez les prismes. Donc vous avez ici, c'est comme si vous avez un prisme. Vous avez un dépôt ici, un ici, un autre ici, un autre ici, un autre ici. C'est comme s'il se fait latéralement, mais il n'y a pas ici de mécanisme d'accrétion latérale. Ce qu'on a, c'est qu'il va y avoir le dépôt de façon, c'est-à-dire par accrétion verticale, mais avec un déplacement, si vous voulez, du courant latéralement. Déplacement latéralement. Donc ça, on va peut-être revenir sur ça après. Voilà ce que je viens d'expliquer maintenant. Donc, vous avez donc un chenal bien coordonné en réforme, avec érosion dans la partie concave ici, et dépôt ici dans la partie convexe. Dépôt dans la partie convexe ici. Ça, c'est le dépôt. Donc, il érode, le courant érode ici et dépose ici. Il va éroder de ce côté-là, il va déposer de ce côté-là. Et on a marqué rive concave, rive convexe. C'est la même chose du côté concave et du côté convexe.
Donc, si vous avez un méandre vu en plan, méandre vu en plan, c'est-à-dire comme si on regarde de dessus, de haut, on regarde de haut, par avion par exemple, on regarde, voilà ce qu'on peut observer. Regardez, vous avez donc le lit mineur ici, le chenal, et vous avez le lit majeur aussi. Tout ça, c'est le lit majeur. Alors maintenant, si on fait une coupe ici, si on essaie de voir la coupe le long de ce trait en tiret rouge ici. C'est ce que vous avez ici en bas. Voilà donc la coupe. Vous avez la rive concave de côté. Vous avez la rive convexe de ce côté-là. Donc, comme je dis, le courant vient, frappe ici au niveau de la rive, il arrache le roc, et les particules vont être déposées ici. Parce que si vous avez une énergie forte, c'est une énergie faible. Quand le courant perd son énergie, il dépense. Il ne peut plus éroder, il ne peut plus transporter, donc il va déposer automatiquement le dépôt. La même chose ici, mais ici je vais vous expliquer encore comment se fait, c'est-à-dire le mécanisme de sédimentation. Il ne s'agit pas, ça rappelle un peu le mécanisme d'accrétion latérale, mais il ne s'agit pas d'accrétion latérale, il s'agit d'une accrétion verticale. La même chose, hein, donc il faut voir l'action, c'est-à-dire l'hydrodynamisme, c'est-à-dire l'action du courant, comment se manifeste donc l'hydrodynamisme, l'action du courant au niveau de ces méandres. Ici, vous avez des courants qui viennent comme ça, avec une forte énergie de ce côté-là, dans la partie concave, mais il va y avoir des courants, si vous voulez, circulaires, comme ça. Ils présentent donc une circulaire un peu circulaire. Donc on érode et on dépose par ces courants-là, comme ça. Mais le dépôt, comme je dis, va se faire verticalement. Alors, le premier dépôt déposé, je parlais de prisme ici, c'est le T1. Avant, il n'y avait pas T2, il n'y avait pas T3, et même ces traits concaves avant, il n'était pas ici, peut-être il est là, peut-être pas ici, il n'est pas loin. Donc on dépose ici des dépôts un peu granoclassés. Ça, je l'ai dit également tout à l'heure quand on a parlé de la séquence tubulitique. Donc j'ai dit que les dépôts de la séquence tubulitique sont granoclassés, rappellent des dépôts de chenal. Ici, vous avez un dépôt de chenal. Le dépôt de chenal, elle est granoclassée, c'est-à-dire grossier à la base. Regardez ces particules grossières à la base, ici également, grossier à la base et devient fin au sommet. Donc il s'agit ici, c'est comme une accrétion verticale, ce n'est pas une accrétion latérale. Mais ici, comme je dis, les dépôts se font latéralement. L'avancée du chenal se fait latéralement, mais on dépose verticalement. Alors, ce qui est les dépôts grossiers à la base, on les appelle en anglais lag deposit. Ça. Les lag deposit, c'est-à-dire les dépôts grossiers qu'on trouve en bas du chenal, dans la partie profonde du chenal. Puis après, les dépôts vont devenir fins jusqu'au sommet de la séquence du chenal, jusqu'au lever, si vous voulez, le lever, ici, vous avez la levée. Alors, on va avoir un certain nombre de figures et structures sédimentaires tout au long donc, de ces dépôts, telles que les stratifications planes et en mange, ici, en mange, stratification parfois même en croisière. Vous ajoutez, si vous voulez, stratification en croisière, en mange, etc. Puis à la fin, on peut avoir les rides. Ce que vous avez ici, c'est les rides de courant. Les rides de courant, c'est aussi des rides. Clairement, on dit, pour la séquence tubulitique, on peut avoir des rides de courant. À la fin, c'est-à-dire au sommet de la séquence du chenal, on peut avoir des rides de courant. Voilà d'une manière très simplifiée comment se fait, si vous voulez, les dépôts au niveau donc d'un cours d'eau à méandre, ou bien un cours d'eau méandriforme. Ici, c'est une photo qui montre ce que je viens d'expliquer. Donc, vous avez des méandres ici, cours d'eau de petits méandres. Regardez ici, par exemple, si je prends cette partie-là, ce méandre-là, ici, il va y avoir l'érosion, cette partie-là. Il va y avoir l'érosion
le long de toute cette partie-là, ici. Et regardez, on peut même voir ici le dépôt. Regardez, le dépôt il est là. Le dépôt, on a le dépôt ici, on a le dépôt ici. Ces zones-là, il y a le dépôt ici, et vous avez le dépôt ici, le dépôt de sable. La même chose ici, regardez, vous avez ce méandre-là, donc vous avez l'érosion ici, regardez le dépôt, on l'a ici. On peut regarder ici le dépôt. Oui. Toujours donc érosion, dépôt. La même chose ici. Regardez ici, on érode. Ici, on dépose. Le dépôt ici. La même chose ici. Donc on érode cette partie-là. On dépose ici. On peut voir les sables. Hein. Etc. 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 Ici, je vous rappelle un petit peu ce qu'on a appelé li mineur, li majeur tout à l'heure. Donc voilà, ici, c'est un fleuve aux États-Unis au moment d'inondation. Il y avait des crues, il y avait de l'eau, beaucoup d'eau, ce qui permet donc de montrer, si vous voulez, ce qui permet donc l'occupation de l'eau du lit majeur, bien de la plaine alluviale et de la plaine d'inondation. Donc ce qui est en bleu ici, c'est la largeur de la plaine, la plaine alluviale et bien de lit majeur. Ce qui est en vert, c'est la largeur du lit mineur, bien le chenal. Vous avez le chenal ici, vous avez ici, vous avez ici, etc. Même chose ici, donc on va les cours d'eau mis en réforme, donc érosion, partie concave et dépôt ici, du sable dans la partie convexe. Même chose ici, dépôt ici c'est érosion. Alors ici, on peut parler d'un cours d'eau en tresse. Cours d'eau en tresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, présente des barres de dépôt à l'intérieur. Du cheval, on peut avoir des barres comme ça, de dépôt, des alluvions à l'intérieur. Et entre ces barres-là, il peut y avoir des chevaux comme ça, chevaux comme ça, etc. C'est un exemple donc de cours d'eau en tresse. Même chose ici, cours d'eau en tresse. Au niveau de la partie, si vous voulez, supérieure du stade mature, peut-être même on est dans le stade jeune, hein, entre le stade jeune et la partie supérieure du stade mature. Bien, donc ici, on va résumer un petit peu, on va faire un résumé sur la nature et les caractéristiques hydrosédimentaires des chenaux fluviatiles et bien du cours d'eau. Donc vous avez ici la nature, vous avez l'hydrodynamisme et vous avez la sédimentation. Donc il s'agit là d'un diagramme très important qui résume un petit peu donc ces caractéristiques hydrosédimentaires, si vous voulez, du cours d'eau. Donc si on regarde les axes de ce diagramme, par exemple ici, sur l'axe des abscisses, par exemple ici, vous avez charriage sur le fond, début solide, vitesse du courant, granularité. Donc ici, vous avez la charge solide, vous avez l'hydrodynamisme, vous avez la granularité du pont. Sur cet axe-là, vous avez, par exemple, les différents types de cours d'eau. Vous avez le cours d'eau à méandre réforme, vous avez le cours d'eau anastomosé, ici anastomosé, ici méandre, ici rectiligne. Et ici, vous avez la sinuosité, bien sûr, également, il accompagne ces formats. Regardez ici la sinuosité telle pour le cours d'eau anastomosé, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand le cours d'eau s'apporte l'embouchure, il prend une forme en général anastomosée, donc la sinuosité va être faible. La sinuosité est élevée surtout au niveau des cours d'eau méandrants.
Et également ici, pour le cours d'eau rectiligne. Pour le au niveau de cet axe-là, on va mettre, si vous voulez, la nature des dépôts. Alors, de ce côté-là, les dépôts sont plus sableux, ce sont les sables qui sont dominants. De ce côté-là, surtout les particules fines dominantes, les argiles, particules fines qui sont dominantes. Donc ici, c'est en quelque sorte fin, particules fines, F. Ici, sableux, particules grossières, gros. Plus ou moins, parce qu'on peut avoir également le sable fin, mais si on compare les argiles au sable, ici c'est fin, ici c'est grossier. De l'autre côté, on va voir la stabilité. On a mis la stabilité, c'est-à-dire la stabilité du cours d'eau. Alors cette stabilité peut être décroissante, comme elle peut être croissante. Stabilité décroissante, stabilité croissante. C'est-à-dire, de ce côté-là, la stabilité est croissante, de ce côté-là, elle est décroissante. En quelque sorte, on peut déjà dire que la stabilité du cours d'eau anastomosé, il est décroissant, il est faible. Et la stabilité la plus importante, c'est surtout au niveau des cours d'eau rectilignes. C'est-à-dire les cours d'eau, autrement dit, les cours d'eau rectilignes sont plus stables que les cours d'eau anastomosés. Stabilité. C'est-à-dire, ils restent stables. Ils restent stables, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas de configuration au cours du temps. Ici, pour les cours d'eau anastomosés, ils peuvent changer de configuration à chaque fois. Hein? C'est-à-dire qu'ils ne gardent pas la même configuration tout au long, c'est-à-dire de la vie du cours d'eau. Ici, non. Ils peuvent garder leur stabilité constante, si vous voulez, pendant pas mal d'années, pas mal de temps. Alors voilà donc un peu ces caractéristiques-là. Donc si je prends par exemple le type de cours d'eau rectiligne, c'est ce qu'on a schématisé ici, le cours d'eau rectiligne, il y a un cours d'eau étroit rectiligne, ce qu'on a fait tout à l'heure rectiligne. Alors voilà, ici, donc la sinuosité comme je dis, il va y avoir surtout des dépôts argileux, en général, ce qui est dominant, argileux, et la stabilité importante, stable. À partir de ce cours d'eau-là, il peut se former deux types de cours. Un cours d'eau rectiligne avec des bancs de sable latéraux, que vous avez ici. Si c'est rectiligne toujours, et avec quelques barres de sable sur les côtés, latéralement. Par exemple, ici vous avez une barre, ici vous avez une barre. Mais ça reste toujours un cours d'eau rectiligne. Et ça reste toujours un cours d'eau stable. Et ça reste toujours un cours d'eau à sinuosité faible. Les dépôts, ici, on peut avoir des sables et des argiles. La nature des dépôts. J'ai oublié tout à l'heure de parler donc de la gravité, bien de l'hydrodynamisme, de l'énergie du courant, bien la vitesse du courant. Ici, il est relativement faible au niveau du cours d'eau rectiligne avec les dépôts fins. Et ici, il augmente petit à petit. La vitesse du cours d'eau augmente ici. Et la charge, le débit, la charge augmente un petit peu par rapport à ici. Alors, j'ai dit, donc, on peut avoir à partir d'un cours d'eau rectiligne, on peut avoir un cours d'eau rectiligne avec des barres de sable latérales, comme on peut avoir un cours d'eau méandriforme, ici. Cours d'eau méandriforme. Après, quand le cours d'eau évolue, c'est-à-dire évolue latéralement, donc, on descend, si vous voulez, de haute en plus, c'est-à-dire du côté amont vers le côté aval,
Le cours d'eau, donc, il va changer de configuration. Il va donner, si vous voulez, un cours d'eau méandriforme. Le cours d'eau méandriforme présente en général une sinuosité élevée. Sinuosité élevée, la stabilité, si vous voulez, moyenne, il n'est pas faible comme il n'est pas importante, la stabilité. Les dépôts, il va y avoir un mélange d'argile, de dépôts fins, de dépôts, si vous voulez, sableux, aussi. Et donc, ce type d'eau méandriforme, si vous voulez, ce type de cours d'eau méandriforme, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut avoir donc, des zones d'érosion et des zones de dépôt au niveau donc, des méandres. C'est ce que vous avez ici sur ce schéma. Donc 1, 2, 1, c'est cette coupe-là. 1, on a effectué la coupe au niveau, si vous voulez, d'une zone qui ne présente pas de méandre, c'est là où il n'y a pas de méandre. Et 2, on a effectué une coupe au niveau d'un méandre, d'une courbure. S'il n'y a pas de courbure, c'est courbure. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer? Bien, donc c'est les caractéristiques de chaque type de, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein. Caractéristiques de chaque type d'eau, de cours d'eau. Donc ici pour le cours d'eau rectiligne, vous avez dynamique, vous verrez, donc la charge solide, la dose de courant, donc il est faible. La stabilité, il s'agit du cours d'eau stable, ça je l'ai expliqué. Puis le remplissage sédimentaire, tout ça on l'a expliqué tout à l'heure. Alors maintenant je vais expliquer, donner les caractéristiques si vous voulez du cours d'eau anastomisé, puis je reviens sur le cours d'eau méandriforme. Alors pour ces cours d'eau anastomisés, alors là, vous avez une dynamique élevée, c'est-à-dire la charge solide, la dose du courant importante. Avec les bancs transversaux, regardez, comme j'ai expliqué tout à l'heure également, vous avez les bancs transversaux et les bancs longitudinaux à l'intérieur donc du chemin, des grands chemins. Ils sont instables en général, probabilité décroissante, et formés avec une importante quantité de dépôts grossiers. Il y a les dépôts grossiers qui sont dominants dans ce type de cours d'eau. Si on les compare au cours d'eau rectiligne. Le cours d'eau rectiligne, c'est plutôt les dépôts fins. Ici, les dépôts grossiers. Alors, pour le cours d'eau à méandre, ou bien méandriforme, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on va voir cette coupe-là. La coupe est effectuée au niveau d'une partie qui ne montre pas de méandre. C'est-à-dire une zone interméandre. On peut la qualifier zone interméandre, entre deux méandres. Un méandre ici, un méandre ici. Alors, qu'est-ce qu'il montre ici, cette coupe-là? C'est une coupe transversale. Regardez, une coupe transversale. C'est très important ici. Regardez le courant. C'est-à-dire l'énergie, ou bien la vitesse, ou bien l'énergie du courant, c'est-à-dire la vitesse du courant, la plus importante, se trouve au centre ici. Se trouve au centre du chemin. Au milieu. C'est-à-dire, il n'est ni de ce côté-là, ni de ce côté-là. Se trouve au milieu. C'est pourquoi ici, le chemin, il ne creuse pas les côtés, mais peut-être il creuse au milieu ici. Il creuse ici, surtout. Au milieu. Tandis que au niveau d'un méandre, par exemple, pour cette coupe verte, oui, ce que vous avez ici, au niveau du méandre, le courant, bien l'énergie la plus importante, de la vitesse la plus importante du courant, se trouve de ce côté-là, se trouve décalé. Se trouve décalé, c'est-à-dire de ce côté-là. D'accord?
Alors, c'est là, on va voir l'érosion la plus importante, c'est-à-dire le sous-terrain. On va voir donc une érosion ici, et on va voir le dépôt du sous-terrain. Donc, érosion au niveau de la partie concave, et dépôt au niveau de la partie convexe, puisque vous avez ici. Bon, ça on l'a déjà expliqué. Donc, les chenons en méandre très sinueux montrent une composition caractéristique entre les dépôts, les rives convexes et les rives concaves. Ça on l'a déjà expliqué. Alors, on arrive maintenant sur la morphologie des dépôts fluviatiles. La morphologie des dépôts fluviatiles. Alors, peut-être vous avez déjà bien fait ça, mais on va le détailler. Alors, ce qu'on appelle les dépôts fluviatiles, c'est surtout les terrasses. On nomme, sur le dépôt fluviatile, terrasses, les terrasses. C'est-à-dire les dépôts fluviatiles se forment sous forme de terrasses, se déposent sous forme de terrasses. Les terrasses, qu'on appelle les terrasses fluviatiles. Ce que vous avez ici. Alors, on peut distinguer grosso modo deux types de terrasses, les terrasses étagées et les terrasses en boîtier. Chaque type de terrasse, bien sûr, a son propre mode de formation. Alors, c'est-à-dire en fonction de l'érosion et de dépôt. C'est-à-dire en fonction du taux d'érosion et en fonction du taux de dépôt, bien sûr, on peut appeler les phases d'érosion et les phases d'accumulation suivantes. Chaque type donc, de terrasse présente un mode caractéristique, bien, présente donc une façon très caractéristique par laquelle il se forme. Donc, je pense que ça, on va le voir donc la prochaine séance. Donc, c'est l'heure qu'on va s'arrêter.